Merci à vous tous de venir pour un sujet important à l'Assemblée nationale, lieu de débat. Mais lieu de débat, comme vous le savez, même si parfois le débat est fort, intense, qui est toujours un lieu de débat courtois, dans lequel, ça ne le répétez pas à l'extérieur, c'est pour vous seuls, même si on s'invective fortement dans le plénum, c'était dans l'Assemblée plénière, ça n'empêche pas ensuite d'aller à la buvette, qui est encore plus important que l'hémicycle, pour pouvoir parler entre adversaires politiques. C'est la raison pour laquelle je souhaite, indépendamment, je dirais, des consommations diverses et variées que vous pouvez avoir en matière de boissons, que ce débat puisse s'inscrire dans cette optique qui est celle du débat démocratique, de la connaissance, je dirais presque de la dialectique, de manière à ce que, bien évidemment, tous les problèmes, je dis bien tous les problèmes, puissent être abordés et tous les problèmes puissent être analysés de telle manière qu'on puisse trouver des solutions. N'oublions pas, au-delà des problèmes de culture, au-delà des problèmes des enjeux politiques, que nous vivons de plus en plus aujourd'hui dans ce que nous appelons à juste titre le village planétaire. Nous sommes, vous le savez, confrontés à ce que j'appelle la tyrannie de l'immédiateté. Et que nous, politiques, nous avons un objectif. C'est justement de pouvoir analyser sans surréagir à des événements qui peuvent survenir partout sur la planète sans être entraînés par l'immédiateté et aggraver des problèmes qui parfois peuvent être véritablement secondaires. Si je vous dis ça en propos liminaire, c'est que le sujet d'aujourd'hui, sur un pays que nous connaissons tous, est loin d'être, je dirais, neutre en termes de passion. Il est tout à fait légitime que sur l'Arabie Saoudite, on puisse avoir, je dirais, des approches passionnées. Mais il n'en demeure pas moins que nous devons faire l'effort d'analyser de manière la plus objective possible, avec lucidité, les enjeux de cette zone. Alors, regardons les choses en face. C'est un pays que je connais un peu, puisque j'y étais encore récemment, au moment où Mme Merkel a fait l'annonce qu'elle allait prendre 800 000 réfugiés, ce qui immédiatement a eu un impact sur tout le Proche-Orient. C'est un pays, l'Arabie Saoudite, qui est légendaire, grâce à Laurence d'Arabie, grâce à tout ce qui s'est passé à la chute de l'Empire ottoman, qui fait quand même la bagatelle de 4 fois la France, plus de 2 millions de kilomètres carrés. C'est un pays de 30 millions d'habitants avec 10 millions, je dis bien 10 millions de travailleurs étrangers. C'est un pays riche qui a sans doute les réserves pétrolières les plus importantes, même si on a toujours aujourd'hui de nouvelles découvertes. Et donc c'est un pays qui est convoité, qui est courtisé, mais il convient effectivement de regarder les défis auxquels il doit faire face. Les défis sont nombreux. On peut, bien évidemment, pour faciliter l'analyse, voir les défis sur le plan d'abord interne, ou les enjeux sur le plan interne, et aussi d'essayer d'analyser la politique étrangère. Alors, soyons très clairs. Vous connaissez la Charte des Nations Unies sur l'égalité souveraine des États. Chaque État a le droit de choisir le régime qu'il souhaite. Et que jusqu'à nouvel ordre, parce que c'est une critique que je fais souvent à un certain nombre d'États, nous ne sommes pas là pour choisir les gouvernants de ces pays-là. Le fameux government change cher à M. Bush, mais complètement étranger et aboutit à des catastrophes. Donc je ne suis pas là pour... Nous ne sommes pas là, bien sûr, pour dire qu'il faudrait changer ce qui se passe dans tel ou tel pays, encore a fortiori, bien sûr, en Arabie Saoudite. Mais il n'en demeure pas moins que nous pouvons et que nous devons poser les questions qui peuvent se poser, telles que nous le concevons, nous, à l'Arabie Saoudite. Il est indéniable aujourd'hui qu'il y a une question qui se pose sur la gouvernance. Non pas sur le régime, non pas sur le fait que ce pays soit gouverné par les Saouds depuis plus d'un siècle. Mais c'est vrai, et c'est apparu dans toute la presse, on sait que dans cette famille royale, qui fait 2300 membres, il y a concurrence.
je vous rassure, il n'y a pas qu'en Arabie Saoudite. Hein. Si j'en crois le débat qui va s'engager en France sur les primaires, rassurez-vous, ça ne va pas être triste non plus. Bref. Donc, on sait que le successeur désigné, Ben Naïf, est confronté à un autre membre de la famille royale, Ben Salman, l'un et l'autre ayant des responsabilités gouvernementales différentes, l'un l'intérieur, l'autre la défense. On sait aussi, et malheureusement ça devient un lot commun à beaucoup d'États dans la zone, qu'il y a des activités terroristes importantes et qu'il existe sur le territoire saoudien vraisemblablement des unités dormantes de mouvements terroristes divers et variés. Il y a des enjeux économiques. Pour en avoir échangé récemment avec des diplomates saoudiens, on sait que la question des 10 millions de travailleurs étrangers, la nécessité aussi de prévoir ce qui peut aussi arriver un jour, l'après-pétrole, etc., c'est-à-dire la formation professionnelle d'un certain nombre des Saoudiens qui puissent petit à petit remplacer les travailleurs étrangers. Le gouvernement saoudien, je le sais, se pose la question. Puis il y a des évolutions qu'on constate, puisque, vous le savez, nombre des étudiants, plutôt de la jeunesse saoudienne, a une très solide formation, a étudié souvent d'ailleurs à l'étranger, c'est le cas des femmes, qui, comme partout, semblent prendre la prééminence sur toutes les sociétés masculines. Messieurs, attention, si j'en juge par exemple par l'Iran que je connais un peu, 60% des étudiants dans les universités iraniennes sont des femmes. Et donc on voit bien que cette évolution, elle n'est pas propre d'ailleurs à l'Iran, elle se répète également à l'Arabie Saoudite, et qu'elle va poser tôt ou tard, et il n'est pas, je dirais, insolent de se poser la question sur le statut de la femme en Arabie Saoudite. Je crois d'ailleurs qu'à la tribune, il y a une personne qui va traiter le sujet tel que je la connais. Et puis, il y a les questions qu'on peut se poser sur le plan externe. Car il est vrai que l'Arabie Saoudite a toujours eu la volonté, à juste titre, d'avoir un rôle important au Proche et au Moyen-Orient. C'est vrai que pendant longtemps, ce rôle était dévolu essentiellement à l'Égypte, qui a rencontré un certain nombre de difficultés, qui a des difficultés économiques, et que l'Iran était mise dans la situation que nous connaissons, d'une sorte, non pas de ghetto, mais était hors jeu dans la zone, et qu'elle y est revenue, et qu'elle revient d'autant plus, l'Iran, avec les accords nucléaires. Moi, je suis assez lucide sur ce plan, du moins je souhaite le devenir, ou le rester, et je ne saurais oublier que le gouvernement saoudien avait mis en garde les États-Unis sur leur intervention en Irak. Et que si M. Bush avait écouté un peu plus les Saoudiens, peut-être qu'on n'aurait pas le chaos ambiant qui règne aujourd'hui tant en Irak qu'ailleurs. Donc je remercie la lucidité du gouvernement saoudien à l'époque. Il n'était pas le seul, Jacques Chirac l'avait dit également, mais vous savez, M. Bush avait dit qu'il avait reçu un ordre de Dieu pour intervenir en Irak. J'en suis toujours aussi stupéfait, venant d'un pays où quand même la raison l'emporte sur les falaises des millénaristes, même si elles existent aussi un peu partout. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que l'Arabie Saoudite joue un rôle au Yémen, sur lequel c'est vrai aussi que ce pays est critiqué, que le Yémen est dans une situation extrêmement difficile, que le pays est pratiquement détruit, que la guerre civile bat son plein, qu'il y a bien sûr une influence de l'Arabie Saoudite en Syrie, qu'elle a des liens avec la Turquie, toujours dans ce conflit qui n'en finit pas sur la Syrie. Et puis, on peut s'interroger, bien évidemment, des relations avec l'Iran. On sait ce qui s'est passé dernièrement. Est-ce que ces relations sont irrémédiablement compromises? Vous savez, en Orient, et vous le savez mieux que moi, messieurs, rien n'est jamais définitif, et je le souhaite. Rien n'est jamais définitif parce que
on sait très bien que les choses peuvent évoluer, qu'il peut y avoir des revirements, et que l'intérêt, à mon sens, mais c'est une vue peut-être occidentale, même si je n'aime pas ce terme, une vue française, on va dire, il n'est pas impossible que les deux pays peuvent s'entendre, car il y a des défis de développement importants pour justement stabiliser la zone. Donc, Monsieur le Président Ali Razbin, je ne peux que vous féliciter d'avoir choisi ce thème. Je ne sais pas si vous allez pouvoir tout traiter. Je ne sais pas même si vous allez pouvoir épuiser le sujet, mais je vous encourage à le traiter avec objectivité, lucidité, sans passion, car je pense que c'est un sujet qui va nous accaparer et auquel nous devons devoir répondre pendant quelques années encore. Alors bon courage, et je reprendrai ce qu'un jour Elisabeth avait dit, Elisabeth Ier, pas deux, à Sir Francis Drake. Elle lui avait dit « Salut aux chercheurs d'aventure, et dans l'Orient hyper compliqué, il faut avoir du courage. » Vous en avez, merci.